Bonjour. Je voulais commencer par remercier Romain et Philippe de m'avoir invité. Mais aussi l'ensemble des intervenants avant moi. J'étais très heureux de les écouter. Et dire que je vais aller, en quelque sorte, dans la continuité de ce qu'a proposé Philippe, de ce qu'a dit, Philippe, mon ami Philippe, en proposant une sorte d'occurrence. Et cette occurrence, ça va être d'essayer de présenter l'œuvre, ou en tout cas des œuvres et des objets particuliers d'un artiste que j'admire, que j'aime, qui s'appelle Jean-Luc Moulin. Et je vais les présenter assez simplement, en lisant ce qu'on pourrait appeler des descriptions de ces objets. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait peut-être essayer aussi d'entendre ce qui s'est dit avant moi, et en particulier laisser un peu la rumeur, notamment de ce qu'a dit Philippe avant moi. C'est dans ce sens-là que je disais que c'était une occurrence. Alors il appartient à Jean-Luc Moulin d'avoir constitué une étonnante communauté d'objets. Et ces derniers ont pour la plupart été fabriqués un peu en marge de ses autres travaux, dans son atelier, à son domicile ou au cours de déplacements. Et ces objets sont faits à la main, à partir de ce qui nous entoure, ce que l'on récupère, achète ou ramasse. Il y aura des cailloux, des silex, des coquillages, os, casseroles, branches d'arbres, nœuds, cuillères, faux ongles, chaises, tuyaux en cuivre, barres métalliques, poupées, ficelles. Et cela donne parfois des assemblages dont on pourrait s'imaginer qu'ils ont été faits par des enfants, par un individu qui promène son esprit sur des routes inconnues, ou bricolés avec les moyens à disposition pour matérialiser des intuitions. L'image que mobilise Jean-Luc Moulin à leur propos est celle du jeune homme paisiblement assis sur des marches, à ses moments perdus, taillant un morceau de bois avec son couteau. Et de fait, il y a quelque chose dans ces objets qui nous ramène aux façons que l'on a d'occuper le temps, en interrogeant l'aspect des nuages, du ciel ou des arbres, en manipulant des bouts de peau d'orange qui traînent sur la table pour configurer une collection de petites formes. Comme toi, j'ai du mal à retrouver l'endroit que j'avais abandonné. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ou alors en ramassant une branche, ou alors une pierre que l'on trouve remarquable, ou en arrangeant avec nos pieds des petits cailloux qui sont là devant nous pour décrire des figures que l'on finit par abandonner. Cet ordre que l'on donne plus ou moins distraitement aux choses, ces perceptions ou ces situations qui peuplent les temps morts de nos journées, ces petites compositions, il suffit peut-être de les mettre ensemble pour constater que nous avons là tout un monde langagier, une collectivité de sculpture, un théâtre ou un petit théâtre de la pensée. Mais ce qui frappe d'abord dans les objets de Jean-Luc Moulin, c'est leur statut indéterminé, qui nous renvoie entre autres à la tradition des cabinets de curiosité. Ils témoignent d'expériences et formulent des constats. Ils concrétisent des conjectures ou racontent d'étranges rêves. Ils résument ou singularisent les acquis d'une grammaire dans des formes qui, pour la plupart, tiennent dans nos mains. Si on y reconnaît un bestiaire, un mobilier, une collection d'outils, de modèles, d'instruments et d'armes dont l'usage est incertain, s'ils répondent à des problèmes de sculpture, ils apparaissent aussi comme de courts traités portant sur l'histoire, la géographie, la géométrie, l'architecture, la botanique ou l'anatomie. Car il y a une autre manière de raconter l'histoire ou de concevoir la géographie d'une région. Il y a une autre façon d'appréhender la géométrie ou d'envisager ce qu'est une abstraction. En réalité, Jean-Luc Moulin restitue les éléments premiers d'un alphabet, un inventaire de ses manières. Et il propose une table des matières en configurant toutes sortes de rapports possibles, circulaires et mobiles, à l'intérieur d'un espace, un triangle, dont les pôles sont l'homme, la nature et l'objet. Et dans cette table des matières,
On reconnaît bien entendu des opérations expérimentées depuis plusieurs décennies dans son œuvre, mais on en découvre aussi des nouvelles. On découvre des figures, nœuds, sphères, cercles, trous, lignes, quadrilatères, polyèdres, points, impliquant des hypothèses formelles, spéculatives, sexuelles, amoureuses ou sociales. On découvre en réalité des formes qui entrent en rapport avec nos corps, avec l'espace, et surtout qui agissent immédiatement dans nos esprits. Alors c'est cet inventaire que j'ai partiellement essayé de restituer en m'attachant à la description de quelques objets parmi tous ceux qu'il propose. Et les descriptions qui se succèdent ici selon le principe du bon voisin correspondent ainsi à autant de notices, ou alors à de courtes méditations, ou à des chapitres qui sont à la fois clos sur eux-mêmes et ouverts. C'est ce que je caractérise comme des monades trouées. Et dans ce parcours, s'il s'agit évidemment pour moi d'expliciter la méthode de Jean-Luc Moulin, qui consiste d'abord à mélanger des ordres, des propriétés, des perceptions, des émotions ou des mondes, pour affirmer une forme, mon souci était surtout de reconstituer, ou plutôt d'esquisser une sorte de tableau. Autrement dit, on va rencontrer à travers chaque œuvre que je vais présenter une situation de la pensée. Et on obtient ainsi un ensemble d'objets et de relations potentielles que je vais tout simplement laisser à disposition. Alors il faudra me préciser si je déborde, mais je vais en présenter très peu. Et vous et nous abandonner avec ces objets. Le premier objet est cette étonnante sculpture, vous voyez, et dont le titre est « Seul au sommet ». Et elle a été faite en 2016. Et cet objet est l'une des rares sculptures figuratives de la collection que je voulais vous présenter, dont la forme, puérile, renvoie un peu au registre du trophée. Il s'agit en réalité d'une pièce illustrant les schèmes de la réussite ou de l'ascension sociale, mais sans doute aussi d'une sorte d'autoportrait comique de l'artiste, qui a l'air plutôt satisfait de tout ce qu'il a accompli. Au fond, Jean-Luc Moulin cherche à illustrer un lieu commun, mais pour le singulariser. On y découvre donc un petit personnage féminin, arrivé au sommet de la montagne, bien au-dessus des autres, et qui exhibe fièrement ses muscles à la collectivité. Mais il faut préciser que le socle sur lequel il se tient, la montagne, est de couleur bleue, et que le personnage est entièrement composé de petits coquillages, ce qui produit un effet d'inversion. On en conclut donc que si cette femme est bien arrivée au sommet, ce dernier se trouve paradoxalement tout en bas, dans un fond marin. Je veux dire que cette femme est bien tout en haut de ce grand rocher, mais la couleur de celui-ci et son corps en coquillage affirment manifestement autre chose, la ramenant en bas. En outre, de par son chromatisme et sa géométrie irrégulière, la montagne renvoie plutôt à une sorte de vague solide, abstraite. Et on remarque sur celle-ci qu'une vingtaine de gouttes de peinture montent comme autant de petits monticules. Et naturellement, cela est dû au fait que l'œuvre a été retournée pendant la durée du séchage, mise à l'envers, aggravant ainsi le malaise que l'on indiquait concernant les lois de la gravité. Alors, on connaît tous cette propriété du modèle pyramidal qui caractérise nos sociétés. Plus on monte et moins il y a de place en haut pour les autres. Et comme le dit si bien Jean-Christophe Bailly dans un entretien qui est apparu dans la célèbre revue des Générations, on prête moins souvent attention au moment de la descente qui nous conduit à la plaine, à du plat. Cette idée de la descente, dit-il, de la pente gravitaire, est souvent associée à une poétique de l'eau, au ruisseau, et finalement à la pluie qui tombe en s'éloignant le plus vite possible du point le plus haut. En bas, il y a non seulement de la place pour tout le monde, mais aussi suffisamment d'espace pour marcher. Alors peut-être faut-il donc changer un peu nos habitudes, ou alors tout simplement renverser les choses. Préférer descendre dans le monde plutôt que monter. Eh bien, c'est ce que nous dit à sa manière cette sculpture, en contredisant de façon élémentaire ce qu'illustre la figure.
L'art de Jean-Luc Moulin, son art consiste d'abord à aller dans plusieurs directions à la fois. Et vous le voyez, il n'y a pas un, mais bien deux centres de gravité, deux bassins d'attraction, deux tendances paradoxales qui vont caractériser cette œuvre. Tandis que l'objet nous parle du haut, le vocabulaire le maintient en bas. Autrement dit, ce sur quoi repose la figure, ce qui la constitue et la soutient, les propriétés langagières, matérielles ou symboliques des éléments, ce qui constitue et soutient cette figure, tout cela la situe d'emblée tout en bas. En d'autres termes, dans ce monde, on peut naturellement monter librement, mais on le fait en bas. Affirmer, relever, congédier, soustraire, additionner, diviser, décompléter ou détruire. Il y a plusieurs façons de s'y prendre pour annuler quelque chose. La méthode de Jean-Luc Moulin consiste ici à remplacer. En substituant la montagne par une vague et le corps par une multiplicité de coquillages, il vient en l'occurrence avec un second centre de gravité. Et cela permet de retourner tous les termes, en imposant la tendance d'une autre ligne de force, une flèche langagière inversée, qui contredit la figure pour définir un mouvement retourné, une coïncidence entre verticalité et horizontalité, ou entre le haut et le bas. Et tout se passe alors comme si on retrouvait les propriétés des choses, mais dans un ordre différent. Les attitudes du personnage, les lois de la gravité, l'ensemble des propriétés sont bien là, mais dans un monde où tout a changé. On sait bien où se trouve le ciel, la terre ou la mer, le haut, le bas, le milieu. On sait bien aussi ce que signifie descendre ou monter. Mais entre-temps, tout a été déplacé. Arriver au sommet n'a donc pas plus d'importance que d'évoluer à ses pieds. En s'employant en réalité à réparer les notions qui sont dans nos têtes et dans nos vies, les notions du haut et du bas, où d'ailleurs la montagne est aussi bien une vague qu'un concentré de ciel retourné, ce que Jean-Luc Moulin propose finalement comme geste est ce principe d'inversion. La sculpture met les choses à l'envers, tout en les laissant à l'endroit. Et puis, il y a cette forme bleue que vous voyez qui insiste. Montagne, vague solide, concentré de ciel, socle, enclume, polyèdre irrégulier. Une abstraction sur laquelle se tient debout, droite et fière, une femme en coquillage, au visage sérieux. Alors une femme, des coquillages, la mer, la montagne, le ciel, un beau bleu. Il y a quelque chose dans cette sculpture qui nous renvoie à une certaine idée sociale du bonheur, à un imaginaire du plaisir dont on reconnaît évidemment les géographies, et à ce qu'on caractérise de manière publicitaire comme étant le paradis. Mais de toute évidence, ce paradis a mal tourné. Il est grotesque, inquiétant, il est même déformé. Le principe d'inversion ne concerne pas simplement le haut et le bas, le vertical et l'horizontal, mais aussi le phallique et le vaginal, le masculin et le féminin, le puéril et le sérieux, le solide et le liquide, la mer, la terre et le ciel. Tous les paramètres y sont retournés ou compensés. La stabilité des pôles d'opposition contestés et l'ensemble des vecteurs contredits pour donner cette situation perceptuelle. Le paradis, pour Jean-Luc Moulin, c'est l'égalité. Mais elle est matérialisée ici dans les termes d'une physique. Et elle est aimantée par un problème de géométrie. Comment faire ? Comment faire pour mobiliser le haut en bas ? Comment rendre compossible le mouvement du descendre et celui du monter ? Ou bien, pour le formuler autrement, à quoi peut bien ressembler une verticalité plate ? Eh bien, c'est finalement à ce type de problème que cherche à répondre cet objet.
vous en voyez plusieurs, mais j'aurais évidemment pas le temps de les commenter. Je m'arrête à cette sculpture, à cet objet, dont le titre est Silver Puke, qui a été produit en 2016 et dont la traduction est vomi argenté. Il renvoie à ce titre, en réalité, à une expression qu'on connaît bien, à tous ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Et cet objet est constitué d'un service complet de 24 cuillères en argent, 12 cuillères à soupe et 12 à dessert, qui ont été noircies par le temps, ce qui leur confie cette propriété du couvert de famille précieux, que l'on finit généralement par abandonner dans un tiroir ou un placard. Assemblés par la tête, selon plusieurs mouvements rotatifs définissant une suite de spirales ordonnées, le tout constitue finalement une étonnante ossature sphérique qui se soutient presque d'elle-même. Les cuillères tiennent les unes aux autres par le biais de pâtes d'époxy. Et cette matière suggère un côté terreux, excrémentiel, organique, liant l'ossature, qui apparaît tout à la fois comme étant solide et délicate. Il faut préciser que les têtes de cuillères partent de l'intérieur vers l'extérieur, du centre vide de la sculpture sphérique vers le spectateur, de sorte qu'aux extrémités, les manches, qui servent aussi de support, de pied de la sculpture, éclatent vers le dehors, de manière presque agressive, ou du moins défensive. De loin, cet objet ressemble un peu à un étrange insecte métallique. Scintillant par endroits, il vous menace ou vous inquiète. Mais de près, il fait aussi penser à une sorte de nid, à une proposition architecturale régressive. Merveille obscène, bijoux de bibliothèque, production insensée d'un inventeur du dimanche, d'un enfant mal élevé, ou alors d'un aliéné, fragment d'une expérience ou d'une étude topologique, mais aussi court traité d'architecture, insectes, fétiches, sorts, vanité, sculpture. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et en ce sens, l'objet nous ramène à la tradition des chambres de merveille, ou à ces créatures vaguement anthropomorphes composées d'ustensiles divers, que l'on découvre notamment dans les œuvres d'Edgar Allan Poe, ou alors de Franz Kafka. Mais à bien regarder ce défilé de cuillères nouées, ce défilé donc nous semble aussitôt familier. Et en effet, comme l'indique le titre de cette œuvre, qui renvoie explicitement à une indigestion, en ricochant au passage sur cette expression familière que j'évoquais, être né avec une cuillère en argent dans la bouche, quelle n'est pas notre surprise en constatant que Jean-Luc Moulin reproduit par sa composition l'intérieur d'un ventre. En enfilant successivement ces têtes de cuillère pour aboutir à une ligne irrégulière qu'il finit par enrouler, il décrit manifestement une sorte d'intestin, le squelette ou le squelette d'un appareil digestif, qu'il finit par enrouler. Tout se passe donc comme si, à force de porter la nourriture, les cuillères avaient fini par être elles-mêmes mangées, digérées, incorporées, témoignant d'un grand malaise dans le monde des objets. Ou plutôt à force d'entretenir des rapports au corps par contagion, prolongement ou hypothèse. Jean-Luc Moulin les engage tout à la fois dans un circuit alimentaire et les substitue aux intestins pour donner cette aberration. Et en un sens, il objective les conséquences de l'expression imagée que j'évoquais, mais pour la tordre et la déplacer. Alors vous voyez, l'opération qu'il effectue relève avant tout d'un court-circuit entre le langage, l'ustensile et le corps. Il restitue et condense la ligne digestive en un simple nouage de cuillère. En d'autres termes, il part de la cuillère ou de cette collection de cuillères pour y voir tout à la fois un aliment et un ventre. Et il faut avouer alors qu'on ne comprend plus très bien ce qui relève du dedans et ce qui relève du dehors, de l'intérieur et de l'extérieur, de l'intime ou d'un extime. Cet objet va matérialiser une intimité digestive
intestinal, organique, en décrivant par ailleurs un espace qui se noue à l'intérieur et tend vers l'extérieur. C'est que finalement, pour voir à quoi ressemble exactement un ventre de riche, quoi de mieux que des cuillères en argent? Et puis aussi, quoi de mieux que de lui faire manger ces cuillères pour voir ce qui arrive? Eh bien, ce sont ces raccourcis imaginaires que Jean-Luc Moulin prend pour fabriquer une sorte de bijou excrémentiel, où une suite de cuillères semble se livrer à une cérémonie de l'anorexie. Alors vous voyez, cet objet nous parle avant tout de l'ordre familial, de la manière dont sont rangés nos tiroirs. Et il nous propose simplement de disposer et de faire les choses autrement. Mais il se réfère aussi à un mal de ventre au sein de la famille bourgeoise, et surtout à ce mal de ventre qu'elle provoque tout autour, à ce que nous avons et à ce que nous mettons tous les jours dans nos mains, dans nos têtes et dans nos ventres. Ce mal, Jean-Luc Moulin propose matériellement de le leur faire manger, pour le condenser dans un objet qui se tient là comme un symptôme inquiétant, une excroissance, mais aussi un lapsus langagier, visuel et sculptural. Et cet objet est sans doute un voisin des estropiés à rebours qu'évoque Nietzsche, ou de ceux qui circulent dans l'œuvre d'Antonin Artaud. L'homme est malade parce qu'il est mal construit, disait Artaud. Et cela implique donc qu'il faille le refaire, tout recommencer. Il ajoute qu'il s'agit pour lui de le faire danser à l'envers, mais un envers, précise Artaud, qui sera son véritable endroit. Alors qu'est-ce que cela signifie? On sait bien comment Antonin Artaud procédait en fracturant les langages, les universaux, et les signes, en déstructurant méthodiquement ce qu'il appelle l'être. Il s'appuyait alors sur ses propres manques, des impasses, des désarrois, des entraves, provoquant toutes sortes d'accidents, de ratages ou de défaillances, pour rectifier un travail qui aura été mal fait. Et ce travail qui a été mal fait, c'est celui de Dieu en l'occurrence, ou si vous préférez, il désigne le monde tel qu'il est organisé. Antonin Artaud va donc engager une lutte qui opère par des gestes qui sont maladroits, si retors et si adroits à la fois, disait-il, pour corriger les choses, pour inventer des rapports nouveaux, en avançant sur des déséquilibres, en mobilisant des gestes tordus, mal ajustés, des pannes, des courts-circuits, du blanc. Car il s'agit pour lui de détruire matériellement le monde à coups de poing, à coups de marteau ou de couteau, en frappant sur les tables. De détruire pour aussi inscrire une béance et en même temps de soustraire, de construire des écarts pour qu'interviennent ou qu'apparaissent dans les intervalles des points d'infini. Si le monde est mal fait, alors il faut y ajouter ou bien y soustraire quelque chose. Il faut s'y prendre à l'envers, autrement, tout déplacer. Or, mettre ou faire les choses à l'envers, mais un envers qui sera son véritable endroit, c'est précisément aussi ce qui arrive à cette femme en coquillage dont je vous ai parlé. Ailleurs, à des branches que l'on coupe et l'on retourne, ou bien à cette petite communauté de cuillères. Si cet objet de Jean-Luc Moulin a de quoi, un peu, pas beaucoup, mais un peu inquiéter la famille bourgeoise, ce n'est pas uniquement parce qu'il suggère de lui faire manger des couverts, qui avaient probablement depuis longtemps envie de se venger. Ce n'est pas non plus parce qu'il rend compte d'une grève de ces objets et d'un principe d'organisation irrégulier. C'est tout simplement parce qu'il dérange. Il déplace d'abord la façon dont on a fait l'histoire de la bourgeoisie, en l'attrapant matériellement par cet autre bout qui est contigu et intime. Cet autre bout contigu et intime qu'est la cuillère en argent. Et avec elle surtout la façon dont on ordonne quotidiennement les choses et le monde. Mais c'est ensuite parce qu'il tord tout à la fois le langage, l'ustensile et l'anatomie pour les objectiver dans une géométrie. Mais ce qui dérange finalement, c'est qu'on ne sait plus comment s'y prendre devant cet objet, comment prendre une cuillère, dès lors qu'elle est solidaire de la collectivité. Il y a en effet une conséquence qui va caractériser la géométrie de cet objet, dont les manches
tendus vers l'extérieur, nous sont adressés un à un. Mais en même temps, vous pouvez le constater, ils se refusent, ou alors ils nous intimident un peu, du fait de la multiplicité et de la solidarité qu'il y a entre eux, provoquant une sorte d'embarras haptique, d'embarras tactile. Il se trouve simplement que nous n'avons pas de mains, pas assez de mains, pour les saisir. Et il faudra donc qu'on s'y prenne différemment. Il faudra qu'on s'y prenne en quelque sorte collectivement, face à un objet qui définit et relance un espace commun. Il se trouve simplement aussi que nous ne savons pas très bien quoi faire de nos mains face à cet objet. Alors voyez la question que j'essaie de soulever, ce que je demande, c'est à quoi peuvent bien ressembler le monde et nos relations, dès lors qu'il s'agit de prendre sans prendre, dès lors qu'il s'agit d'appréhender sans posséder, de saisir une chose sans pour autant se l'approprier. Une chose, ça veut aussi dire un individu, un voisin ou une voisine. Alors voyez, cette sculpture résume à sa manière une histoire intime de l'ordre dans nos sociétés, de l'ordre et des gestes dans notre société. Et cette histoire qui va des tiroirs à nos ventres, en passant par nos mains, est donc aussi bien une histoire de la propriété. Mais on constate qu'on peut toujours la retourner pour définir une autre forme. Et la forme ici est un peu celle du hérisson qui lutte. Ramassé sur lui-même pour se défendre, immobile, on ne peut pas vraiment le prendre ou se l'approprier. Et c'est très exactement ce que décrit Jean-Luc Moulin, mais selon une relation inversée, qui est celle de l'adresse collective. Et je crois que ce sont avant tout ces rapports intestinaux à l'ordre, à nos propriétés ou à nos gestes et à nos usages, que cet objet veut nous faire vomir. Il veut nous faire vomir à tout cela pour nous embarrasser à nouveau, ou pour nous embarrasser autrement de nos mains. Romain, je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 petites minutes. Je vais donc décrire un autre objet. Il vous plaît celui-là? J'en ai plein d'autres, mais je vais décrire celui-là. Son titre est Créature. Il a été fait en 2016. J'ai donc terminé par cet objet. Et comme vous le voyez, il participe exemplairement du bestiaire que constitue Moulin, dont on vient de rencontrer une occurrence. Sur un volume assez conséquent de pâte d'époxy, ce dernier a planté une multitude de faux ongles à intervalles réguliers pour recouvrir l'ensemble de la surface arrondie. Mais il faut préciser que les faux ongles translucides, tournés vers l'extérieur, respectent rigoureusement un ordre capillaire, si bien que cette chose nous apparaît comme étant peignée. Elle nous fait penser à un corail improbable, ou un organisme spongieux en forme de pierre, et qui renvoie à plusieurs univers. On ne sait pas trop s'il s'agit d'un personnage, d'un présentoir à parure excentrique, d'un bibelot qui est à la fois burlesque et obscène, si cet objet est terrestre, s'il est aquatique, ou s'il concrétise une angoisse. On peut dire en revanche qu'on s'en méfie. Par ailleurs, par bifurcation pathologique, nécessité défensive ou injonction décorative, ces attributs renvoient manifestement au salon de cosmétique, en associant donc par le biais d'un même élément et de la façon dont il disposait, faux ongles et cheveux, coiffure et manucure. Car l'œuvre a bien en elle quelque chose qui tient tout à la fois de la main et du peigne, dont on aurait ici un négatif ou une sorte de conséquence altérée, une image dissymétrique renversée. Et tels qu'ils sont conjugués, ces actants sont sans doute des objets en plus, ou alors des objets en moins, que cette œuvre suggère au produit. Mais tout ça pour dire finalement que l'œuvre de Moulin tient entièrement dans ce rapport, qui consiste à ordonner les ongles à la façon de cheveux, pour donner cet objet qui déconcerte. Il déconcerte, lui encore, par son aspect tactile. Si on est tenté de le toucher,
comme on le ferait en présence d'un petit animal ou d'une curiosité. La rigidité des faux ongles et leur caractère agressif nous retiennent. Ils contrarient cette impulsion. Au fond, Jean-Luc Moulin propose là encore une situation haptique paradoxale. Et ce qu'il intime cette fois, c'est un mouvement, le mouvement d'une caresse contrariée. Bon, vous voyez, on retrouve un rapport au rangement, à l'ordre, avec laquelle on est à présent familier. En disposant des faux ongles à la manière de cheveux, Jean-Luc Moulin confond des registres qui sont à la fois voisins et hétérogènes, ou plus exactement, il transpose une chose dans le mode de l'autre. Et c'est cette façon qu'il s'en prend aux formes et aux lois qui gouvernent les coutumes de l'organisé. Car cette opération produit aussitôt un court-circuit, un lapsus ou un malentendu entre des registres ou des mondes qui tiennent ensemble, mais les mondes tiennent ensemble en divergeant, en se séparant. Ils vont ensemble, mais asymptotiquement, en affirmant, si vous voulez, simultanément, la socialité d'une coïncidence, d'un brouillage et d'un écart. Eh bien, c'est cette matière qu'invente Jean-Luc Moulin, une sorte de matière instable, un indéterminé agissant. Et à partir de là, on peut formuler une remarque générale qui concerne sa pratique. S'il y a toujours de l'ordre pour Jean-Luc Moulin, s'il y a toujours plus ou moins d'ordre, non seulement ce dernier a de bonnes raisons d'être différemment, mais il s'agit précisément pour lui de l'impliquer autrement. Et sa méthode consiste donc à déplacer cet ordre pour le transposer ailleurs. Et l'œuvre va ainsi définir l'espace d'un conflit, d'une association disjonctive qui se soutient d'un désordre qu'elle maintient. Ce que je veux dire, c'est que on voit bien qu'en impliquant différemment un ordre, sur fond d'une analogie, d'un voisinage et d'un enjambement entre faux ongles et cheveux, en le déplaçant pour le conjuguer dans le mode d'un autre, ce rapport affirme nécessairement de la contingence. Ce rapport affirme de l'inconnu ou un inattendu. Et on aboutit finalement à cette sorte d'image mélangée, où les éléments vont à la fois ensemble et indépendamment. Ils se complémentent et se décomplètent. Ils s'attirent et se repoussent. Ils s'unissent en divergeant. Jean-Luc Moulin associe et écarte des termes. Il assimile et divise, accorde et sépare, additionne et soustrait en même temps. Autrement dit, c'est une phrase importante pour moi, ce qui fait tenir les mondes qu'il mélange est aussi bien un travail de division. Et un travail de division, ça veut dire une lutte. Je peux dire un mot pour conclure cet objet ? Dans un passage au début de son journal, où il s'interroge à propos de son incapacité à écrire, Franz Kafka va noter ceci, qui est une phrase très importante pour moi. Toutes les choses qui me viennent à l'esprit se présentent à moi non par leurs racines, mais par un point quelconque situé vers le milieu. Essayez donc de les retenir. Essayez donc de retenir un brin d'herbe qui ne commence à croître qu'au milieu de la tige, et de vous tenir à lui. Eh bien, ce que Jean-Luc Moulin met au milieu, c'est cette coïncidence entre soustraire et ajouter, entre unir et séparer, entre confondre et diviser. Il lie des mondes, mais en les divisant. Il confond et dissocie en même temps. Et c'est cette façon de rapporter en déliant, c'est cette relation qui nous confie. Et il en résulte là, dans cette sculpture, un espace où se noue le capillaire, le tactile et le sexuel, le biologique, le minéral et le social. C'est une géométrie agressive dans laquelle on reconnaît le même paradigme que l'objet précédent, une sorte de hérisson. Et c'est dire qu'à nouveau on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment prendre, on ne sait pas comment s'y prendre avec cet objet. Et vous voyez, ce que fait cette sculpture, c'est enlacer, mais enlacer différemment la main et les cheveux. Elle les enchevête selon une affinité nouvelle, en objectivement la matière d'un mélange entre caressé et griffé. Et cela elle le fait en le résumant dans une sorte de définition assez menaçante. Voilà. Pardon, c'est très lacunaire, je ne sais pas si j'ai été trop long,
Et puis je vous ai présenté assez peu de choses, mais on a au moins eu 2-3 objets de Jean-Luc Moulin. Et il s'agit aussi d'une beauté, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Philippe, mais qu'une beauté qui est menaçante, instable. Et il y a ce vers qui m'a toujours bouleversé, d'un poète qui s'appelle Rainer Maria Rilke, dans les élégies de Duino, où il dit que le beau est le commencement des choses terribles. Voilà, si je devais partir de William Morris pour arriver à ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'était une certaine manière de le présenter ou de le poser. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà.